Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, on s'attaque à un mirage collectif. Un mot qu'on brandit partout comme la solution miracle, l'équilibre. Tu sais, ce truc qu'on est censé atteindre en réussissant à peu près partout. Au boulot, avec les enfants, au niveau de ta propre santé mentale, dans ton couple, voire même dans ta créativité. Et évidemment, le mieux sans jamais être fatigué et se plaindre. C'est devenu un Graal moderne, un peu bullshit. Sauf que l'équilibre, dans la vraie vie, c'est pas une photo Instagram bien cadrée et bien léchée. C'est plutôt un espèce de sport de combat, un sport instable, mouvant, très très souvent bordélique. Et surtout, c'est un sport qu'on n'est pas censé jouer seul, un sport d'équipe. Et ça, notre invitée du jour, Sandra Philodeau, l'a compris très tôt. Tout le monde a l'impression que les autres s'en sortent beaucoup mieux. C'est pas pour rien qu'on commence à parler des danses, de parentalité depuis le Covid. On était dans l'intimité des gens, avec les Zooms et les machins. On voyait bien les enfants qui déboulaient, tous ces sujets-là, qui sont des sujets, qui étaient des sujets de coulisses, alors qu'ils sont au cœur de la vie. Si les femmes sortent de la maison et ne gèrent plus tout ce qu'elles y géraient avant, qui reprend cette charge ? Et cette conversation-là n'a pas eu lieu. Mais je me dis, bah oui, en fait, c'est quand même ça. On en est encore là, quoi. Si je m'en occupe pas, qui s'en occupe ? En l'occurrence, son père, et il était très content de le faire. Et que tant qu'on dit que c'est un problème de femme, on entretient le fait que c'est un problème de femme. En fait, c'est fou comme on oublie ce qui fait notre humanité, mais au sens de base. C'est-à-dire qu'on a un corps, qu'on a un système digestif, on a un système nerveux, on a tout ça. Et tous ces trucs-là, ils ont des besoins. Et justement, c'est ce qui nous distingue de l'IA, c'est ce qui nous distingue des machines. À se dire, mais attends, la journée, je fais ça, alors qu'en fait... je suis en train d'alimenter un système dans lequel je ne crois pas. Donc, il y a une charge cognitive qui est liée à la décision permanente. La santé, c'est un truc auquel on s'intéresse généralement que quand on commence à la perdre. L'équilibre, quand on travaille sur son équilibre intense, ce n'est pas un état, c'est une recherche. C'est comme une bombe, quoi. C'est ah bon, j'ai le droit d'avoir des besoins. Le travailleur idéal, c'est quelqu'un qui n'a aucune contrainte ou responsabilité en dehors du travail, qui est absolument disponible. Et le monde du travail a été créé pour le travailleur idéal. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de lever le pied au travail. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté son ambition pour toute la vie, ça ne veut pas dire que... Mais juste à ce moment-là de la vie, on a besoin de lever le pied. C'est pas parce que dans Outlook, on peut mettre 10 réunions dans une journée que physiologiquement, on est capable de processer, d'être en lien avec 10 personnes, d'être concentré sur 10 sujets différents. En 2014, elle est directrice marketing. 18h15, bureau désert, 2 PowerPoint inachevés, des mails qui s'empilent comme une coulée de lave et un bébé de 5 mois à aller récupérer. Tu vois un peu l'idée ? Bon. Et là, tout d'un coup, elle pense à sa collègue qui, elle, est déjà partie et qui semble y arriver. Et alors, elle se dit... mais pourquoi par moi ? Et tout d'un coup, on se rend compte de ce putain de mythe qui repose beaucoup sur nous les femmes. On survit, on s'adapte, on compense et parfois on se perd, voire on chute. Du coup, Sandra a articulé beaucoup sa pensée et ses expertises autour de l'équilibre. Et elle comprend que le problème, justement, n'est pas l'équilibre. Le problème, c'est toutes les pensées et les injonctions autour. Depuis, elle démonte le mythe du pro-perso, elle explose les coulisses de celles qui choisissent tout et elle remet du collectif, du réel, du vivant dans cette notion d'équilibre. Elle a créé le podcast Les Équilibristes, elle a écrit un livre, celui-ci, sur le sujet et surtout elle amène une vision beaucoup plus saine du mot équilibre, car l'équilibre, ce n'est pas un état parfait, c'est un mouvement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi justement à La Relève. Si tu nous suis sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu nous regardes en vidéo, que ce soit éventuellement d'ailleurs sur Spotify ou sur YouTube, pareil, active la cloche et abonne-toi. Ça nous permet de nous soutenir et ça te permet de recevoir les notifications lorsqu'on sort un nouvel épisode et surtout légèrement nous pousser dans les algorithmes pour que justement les personnes qui viennent sur ce fauteuil et les personnes qui nous écoutent puissent se rencontrer et écouter ce qu'elles ont à dire. En tout cas, merci parce que vous êtes de plus nombreux chaque semaine. Vraiment, on vous témoigne notre plus grande gratitude sur le sujet. En tout cas, on démarre l'épisode. Bonjour Sandra. Bonjour Jennifer. Merci d'être là. Merci à toi. Pour celles qui nous écoutent et qui ne connaisseraient peut-être pas, parce que Sandra a un super podcast qui s'appelle Les Équilibristes, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Ouais, donc je suis Sandra, fille Odo. J'ai 41 ans, bientôt 42. Mais c'est important, j'adore cet âge. Je suis hyper contente d'avoir cet âge. Et je suis quelqu'un qui a vécu une transformation de ma vie professionnelle il y a quelques années. Je suis la maman de 2 enfants qui sont à un âge génial de fin de petite enfance, début de préadolescence, hyper sympa. Et je suis animée par plein de choses. Je suis quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui adore lire, danser, courir. Et puis voilà, la curiosité est vraiment quelque chose qui m'anime. Et ce qui va peut-être nous intéresser aujourd'hui, c'est ce fameux thème de l'équilibre, justement, qui a beaucoup défini la deuxième partie de ma vie professionnelle après une carrière très, très intéressante et très dans les rails. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à te consacrer spécifiquement sur cette partie de ta vie à ce sujet ? C'était alors, c'est devenu ma vie professionnelle par la force des choses, mais en tout cas, le lancement des équilibristes, c'était un vrai besoin. J'avais vraiment besoin, j'ai des souvenirs très forts de ce qui a été les graines qui sont devenues les équilibristes. J'ai des souvenirs, ce fameux moment, un soir, là, dans le bureau, ce que je raconte dans le livre, je me souviens avoir appelé ma sœur et lui avoir dit « Non mais attends, mes copines, elles sont incroyables, elles font des trucs de fou, elles ont des grosses responsabilités au boulot, elles ont des gosses, elles sont marrantes, elles sont... » Voilà. Et c'est ce truc de me dire... en fait, ces femmes incroyables qui font des choses vraiment super et qui doutent tout le temps, qui se disent tout le temps qu'elles en font pas assez, alors que c'est incroyable. On les met pas assez en valeur. Et surtout, j'avais aussi envie de décortiquer, t'as employé ce mot coulisses qui est hyper important pour moi. Derrière ces grands modèles de réussite qu'on nous brandit, qu'est-ce qui se cache derrière ? Tu vois, les moments les interrogations, les hésitations, les doutes, carrément les écroulements, enfin tout en fait, tous ces trucs qu'on voit pas. Mais aussi les fiertés, tu vois, sur quoi elles s'appuient. Il y avait un côté, tu vois, c'était 2014, quand même beaucoup de choses ont changé. Et en 2014, je me souviens, c'était Sheryl Sandberg, c'était Alessandra Sublet qui parlait du postpartum, qui était la première à parler de dépression postpartum. Qui a écrit son premier bouquin, je me souviens, je l'ai lu. Mais j'ai pas eu d'enfant, mais je l'ai lu en vacances. Mais cette fille, elle a ouvert un truc. Et en fait, on commençait à peine à parler de ce que c'était, en fait. Ça, de vouloir construire une carrière, de vouloir aussi avoir une vie familiale dans laquelle on soit impliqué. Et il y avait soit, tu vois, vraiment les trucs caricaturaux, soit tu quittes le boulot à 21h et tu vois tes enfants le week-end, et fine si c'est ce qui convient. Ou alors, j'ai tout laissé tomber parce que ça passait pas. Et en fait, je me dis, mais entre les deux, il y a quoi ? Et j'avais pas autour de moi, j'avais une super amie qui était au CODIR avec moi, qui est toujours mon amie, et avec qui on pouvait vraiment parler. Elle me décomplexait sur les purées maison et les trucs comme ça à l'époque. Mais autrement, il y avait que des modèles très masculins de réussite. Et je me disais, alors, après avoir dépassé ce sentiment de c'est moi qui ai un problème et qui fait pas bien les choses, je me suis aussi dit, en fait, il y a un problème structurel. Le monde du travail n'est pas fait pour des gens qui ont ma vie, puisque mes homologues, ils étaient beaucoup plus âgés, leurs enfants étaient grands, c'était leur femme qui avait géré à la maison, enfin... C'est-à-dire, quand tu dis homologue, tu l'as pas dit, mais on entend homme, vu que tu dis les femmes ont géré la maison. Les femologues, elles étaient un peu différentes. Mais ouais, non, mais voilà. Donc tout ça a fait une espèce de creuset de choses qui m'intéressaient. Et donc, j'ai lancé les équilibristes comme ça, vraiment par curiosité, par envie, sans aucun business model, ce qu'on m'a beaucoup... c'est quoi ton business model ? J'en avais pas. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, j'ai lancé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, il s'est passé plein de choses. Pour démarrer, on va commencer par une séquence qui est assez simple. Je vais te donner 12 affirmations, plutôt sur l'équilibre. Quand je dis affirmations, plutôt des injonctions, des croyances. Et tu me réponds juste par oui, par non. Je sais que ça va être dur parce que ça demande beaucoup de nuances. Mais l'idée, c'est s'il y a besoin de nuances, on va pouvoir les voir après. T'es prêt ? Ouais. Ok. On passe en bleu. Oh my gosh. Alors, l'équilibre, c'est réussir à tout faire rentrer dans son emploi du temps. Non. Si j'étais mieux organisée, j'aurais enfin une vie équilibrée. Non. Une femme peut tout faire si elle s'en donne vraiment les moyens. Non. Aimer son travail aide automatiquement à trouver l'équilibre. Non. L'équilibre se joue d'abord dans la tête, c'est une question d'état d'esprit. Non. Pour être équilibré, il faut trouver une séparation claire entre pro et perso. Non. L'équilibre, c'est une volonté personnelle, chacun est responsable du sien. Non. À nuancer. L'équilibre pro-perso, c'est 50-50. Non. Un équilibre, c'est quelque chose de stable qu'on atteint un jour. De stable, pardon. Non. Non. Je vais peut-être dire un oui un jour. Je sais pas. Si c'est déséquilibré, je dois y remédier. Oui. L'employeur responsable du bon équilibre pro et perso de ses employés. Non. Les entreprises ont déjà fait leur part, le reste dépend des individus. Non.
un oui. Ah oui. Non, et puis il y a peut-être deux questions à nuancer, mais sur les autres, c'est des ou non assez tranchés. Ouais, donc c'est des croyances à débunker, quoi, parce que elles existent, hein, vraiment. Je suis allée les chercher vraiment sur les croyances qu'il y avait, donc on voit qu'il y a quand même des choses à aller chercher. Là où je voudrais qu'on commence, c'est justement ce qu'on vient de voir avec toutes ces questions, justement avec ce qu'on vient de voir. C'est quoi pour toi, dans ce qu'on vient les citations que je viens de te citer, la plus grosse idée reçue qu'on a justement sur la notion d'équilibre? Que c'est une question d'organisation, de gestion du temps. Tu vois, il y a beaucoup de sujets autour de l'équilibre. Quand tu regardes les articles, c'est Eisenhower, quoi, la matrice d'Eisenhower, qui est très bien, hein, mais ça suffit pas. C'est pas une question d'organisation, d'optimisation du temps. Et on est dans cette course folle-là d'optimisation. Ouais, si seulement je m'organisais mieux, alors... Et c'est des discours qu'on a beaucoup entendus. Hein. Tu vois, notamment de la part de femmes qui avaient atteint des postes très élevés, qui disaient si j'y arrive, c'est parce que je suis bien organisée. Sans dire, c'est aussi parce que j'ai quelqu'un à la maison à temps plein, j'ai un mari soutenant, j'ai des chefs qui me soutiennent aussi. Enfin, tu vois, cette espèce de maillage invisible mais essentiel, on l'omet. Et puis aussi parce qu'elles étaient au clair avec leurs ambitions et ce qu'elles avaient envie de faire. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc, non, cette idée que c'est que de l'organisation et que quand on veut, on peut, d'une certaine manière, tu vois. Ce rapport encore de responsabilité qui finit par te faire plutôt de la culpabilité, quoi. Du style, si tu n'y arrives pas, on finit par retrouver l'injonction, c'est de ta faute. Oui, et puis derrière ça, alors moi, j'en parle dans le livre, mais il y a quelque chose qui me frappe vraiment beaucoup dans les coachings, parce que je suis dans l'intimité des gens, de voir à quel point tout le monde a l'impression que les autres s'en sortent beaucoup mieux. Tu vois, ce truc de... elle y arrive, quoi. Et sans voir le bazar que c'est dans la tête et chez les autres. Et c'est ça notre condition humaine, en fait, aussi. T'as employé le mot bordel tout à l'heure, c'est tout à fait ça, quoi. Pourquoi, justement, tu viens de le dire, y a beaucoup d'injonctions autour de ça, il y a plein d'idées reçues, justement, tu dis beaucoup liées à l'organisation. Du coup, l'organisation, on renvoie beaucoup le rapport d'équilibre à l'individu. D'ailleurs, en occultant, comme tu l'as dit, l'environnement et plein de facteurs qu'on verra au fur et à mesure. Mais pourquoi, selon toi, aujourd'hui, l'équilibre est devenu quasiment une obsession moderne dans notre société, quoi. Une injonction supplémentaire à presque un il faut, je dois. Ouais, c'est un il faut, je dois. Parce qu'au départ, c'était une invitation. Au départ, c'était le fait de se dire... en fait, parce que c'est très lié aux femmes. Je parle de l'histoire de ce mot même d'équilibre. Il est très lié à l'histoire des luttes pour les droits des femmes, et notamment le droit d'avoir une carrière, d'exercer, tu vois, de s'épanouir dans son travail, de monter les échelons, de gagner du pouvoir économique aussi, comme les hommes. Et donc, ce terme, il est venu avec ça. Et donc, c'était plus une invitation à la libération. Sauf qu'il n'y a rien qui a vraiment suivi derrière en termes de support. C'est-à-dire que très schématiquement, si on dit les femmes quittent la maison, ce que ça représente, hein, si les femmes sortent de la maison et ne gèrent plus tout ce qu'elles y géraient avant, voilà, qui reprend cette charge? Et cette conversation-là n'a pas eu lieu ailleurs que parfois au sein des couples, pas toujours, mais surtout dans la tête des femmes. Donc cette conversation, elle a sa place, en effet, dans les couples, dans les quartiers, au niveau sociétal, dans les entreprises, à tous les niveaux des systèmes, et pas dans une espèce de travail de contorsionniste qui reposerait sur les femmes. Et donc, on a dit, vous pouvez vous libérer, vous pouvez faire tout, en oubliant de dire et voilà ce qu'il va falloir lâcher, voilà ce qu'il va falloir déléguer, assurez-vous d'avoir des gens autour qui vous soutiennent, qui ont envie de la même chose et qui vont être vos alliés. Et donc c'est en fait, comme on n'a pas eu ces conversations-là, on fait comme s'il n'y avait pas besoin de les avoir. Et donc on croit que c'est possible de have it all, comme on dit en anglais. De tout avoir, en oubliant de nuancer tout et de se dire et puis en oubliant aussi de se poser la question de ce qu'on veut vraiment, parce que j'ai beaucoup de clientes souvent qui sont parfois un peu perdues aussi dans tout ça, en se disant dans les choix, et en se disant mais en fait, jusque-là, j'ai adoré bosser, j'ai adoré ma carrière. Là, je sens beaucoup moins ça. Ou à l'inverse, là, en ce moment, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont, tu vois, cinquantaine, et dont les enfants sont grands, qui ont toujours beaucoup investi leur carrière, mais qui se disent, maintenant, je me suis beaucoup donné pour les enfants, j'ai beaucoup donné à la carrière, et moi, en fait, là-dedans, je sais même plus ce que j'aime, je sais même plus ce que je veux faire. Donc voilà, c'est un peu une réponse alambiquée, mais c'est très clair. C'est
on a cette l'image de la Wonder Woman, elle est jamais bien loin, quoi. Alors, ma question, je ne sais pas si c'est la réponse, mais elle vient, c'est-à-dire que, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement, on a dit aux femmes, il y a de l'espace pour aller travailler, dans un modèle qui a été fait pour les hommes, pensé pour les hommes, avec une énergie masculine. On ne va pas débattre là-dessus, c'est pas le sujet, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu ces conversations ? Comme tu dis, c'est-à-dire que les femmes l'ont pas eu, le système l'a pas eu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on contorsionne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye de rajouter, de mettre des aides à droite, à gauche. Mais le vrai sujet de comment, entre guillemets, cette double charge, parce qu'en fait, ce qu'on appelle, j'avais le docteur Leuchémia, il y a pas très longtemps sur ce fauteuil-là, qui est médecin spécialisé, non conventionné, sur les personnes en cas de burn-out, qu'il explique effectivement, les femmes sont surreprésentées en termes de santé mentale et en épuisement, on dit professionnel, mais en fait, c'est comme tu disais, est-ce que le pro-perso, c'est 50-50 ? En fait, épuisement professionnel, parce qu'il a fallu donner un nom médical. Mais en fait, c'est quand tu rentres chez toi, c'est pas, désolé de la comparaison, c'est comme Tchernobyl, quoi. Ça s'est pas arrêté, ça s'est pas arrêté à la frontière. Oui. Donc l'épuisement, c'est aussi une accumulation entre le perso et le pro. Et aujourd'hui, toute cette partie perso, justement, cette double journée qui incombe aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, messieurs, si vous nous écoutez, le not all men, etc. Non, aujourd'hui, statistiquement, c'est encore les femmes, de manière très, 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 très générale et dominante, qui s'occupent de cette double journée. Qu'est-ce qui fait, selon toi, de niveau plutôt systémique, que même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en parle, mais globalement, ça change à une lenteur. Une très grande lenteur, ouais. Parce qu'en fait... on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Donc, à partir du moment où les postes à responsabilité sont encore largement occupés par des gens qui ne sont pas confrontés à ces problématiques-là, on n'ouvre pas ces conversations. On ouvre les conversations quand on y est confronté. C'est pas pour rien qu'on commence à parler d'aidance, de parentalité depuis le Covid. Parce qu'on n'a plus pu, tu vois, se fermer les yeux, quoi. On était dans l'intimité des gens, avec les Zooms et les machins. On voyait bien les enfants qui déboulaient, les parents dont on est en charge, les rendez-vous médicaux qu'il faut organiser, tous ces sujets-là qui sont des sujets qui étaient des sujets de coulisses, alors qu'ils sont au cœur de la vie. Et ça, on s'en est rendu compte parce qu'on a été obligé de s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'égalité. C'est pour ça qu'on a besoin de parité dans les CODIR, à la tête des entreprises, parce que c'est une question de hier. Et à la rigueur, il ne s'agit même pas de blâmer ou de dire quoi que ce soit, mais on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Bien sûr. Et donc, on a besoin d'être confronté à d'autres réalités. Et c'est tout à fait ce que j'ai pu vivre, moi, tu vois, en déplacement. Je me souviens très bien... J'étais beaucoup en déplacement et j'étais avec mes homologues. Et moi, j'avais un bébé à la maison. Donc, je me souviens de faire des FaceTime avec mon bébé dans les lobbies d'hôtel et tout. Et puis, tous les commentaires. Mais qui c'est qui... Oh là là, mais c'est formidable. Mais qui c'est qui s'occupe de ton bébé et tout ça. Et en fait, un peu la découverte de... Ah mais oui, mais en fait, si toi, t'es là, mais qui est en train de s'occuper de la maison ? Et c'était pas méchant. C'était pas... Mais je me dis, oui, en fait, c'est quand même ça. On en est encore là, quoi. Si je m'en occupe pas, qui s'en occupe ? En l'occurrence, son père, et il était très content de le faire. Mais voilà, et donc, il y a vraiment ce truc de on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de partager les expériences, de dire les choses, et de nommer les choses. Tu vois, moi, j'ai toujours beaucoup, dans mes articles, encouragé en disant, typiquement, un agenda pro, tu mets tes rendez-vous perso. T'es pas obligé de dire ce que c'est, mais de dire, là, à 17h, j'ai un rendez-vous chez le pédiatre ou j'ai un rendez-vous à l'EHPAD parce que j'accompagne. Ça doit être une vérité, ça doit être une vérité connue. On peut pas faire comme si tout ça était cachable, tu vois. Et ce contorsionnement. Et puis, il y a aussi l'éducation qui fait que les femmes, c'est compliqué de bousculer un truc quand t'es dans un monde où t'es la seule, finalement, à vivre certaines choses. C'est très compliqué d'arriver en disant, excusez-moi, mais en fait, non, la réunion de 18h, c'est pas possible pour moi, ou celle de 8h non plus, quand t'es toute seule. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de masse critique, tu vois. J'ai lu des études hyper intéressantes sur... En fait, c'est à partir de 3 femmes dans un comité de direction que les choses commencent à changer. Ouais, c'est ce qu'on appelle sur la masse critique, elle est autour de ce qu'on appelle les 3,5%. Oui, exactement. De manière générale, dans plein de situations. Ouais. C'est ça. Et c'est là que ça commence à basculer. Et tu vois, les petites filles, on le voit dès l'école. J'enfonce des portes ouvertes. On le sait, mais le care, on est programmé pour ça. Les jouets des petites filles, c'est je prends soin de la maison des enfants. Les petits garçons, c'est j'y vais, je bricole, etc. Donc, cette notion de care aussi, et sur qui tombe ce care, on doit normaliser le fait que le care, c'est pour tout le monde. Bien sûr, et pas que... et juste une dernière notion, mais cette notion de travailleur idéal, qui est celle autour duquel le monde du travail s'est construit.
Le travailleur idéal, c'est quelqu'un qui n'a aucune contrainte ou responsabilité en dehors du travail, qui est absolument disponible. Et le monde du travail a été créé pour le travailleur idéal et a très, très, très peu évolué depuis. Hors exception, et les exceptions, c'est toujours des organisations où les dirigeants sont eux-mêmes convaincus parce qu'ils ont vécu des choses, parce qu'ils le savent, mais autrement, ça ne prend pas. Donc il y a vraiment cette notion de... C'est là-haut qu'il faut bouger. Et ce qui est marrant, ce que tu viens de dire, ce mot à l'instant, ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les directions, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, sont vieillissantes. Ils ont vécu peut-être avec il y a quelques années où c'était encore le modèle, sauf qu'effectivement, les équipes se rajeunissent et ça fait un peu une sorte de frontière entre l'équipe de direction patriarcale qui a encore vécu avec madame qui prenait en charge sans trop se plaindre et la nouvelle génération qui est certainement, tu parlais des managers tout à l'heure en off, qui sont le middle management qui tient quand même l'ensemble des structures qui, elles, vivent avec cette réalité. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Oui, tout à fait. Et c'est marrant, j'ai encore eu plein d'échanges. Là, je prépare une table ronde pour un client. Et c'est marrant, les réactions. Il y en a qui me disent c'est génial, les jeunes, ils bousculent tout. Ils ont raison, ils n'ont plus envie de faire ce qu'on a fait. Tu vois, les sacrifices, ils disent non, c'est génial. Et d'autres, c'est vraiment mais ils sont qui pour dire ça ? Et on n'a pas encore trouvé cet entre-deux de. Et justement, je reviens à ta notion de collectif, de je respecte mes besoins et ma vie personnelle et je la mets pas de côté, même si j'ai envie de monter dans les échelons. Et je m'occupe aussi du collectif. Et donc, parfois, ça veut dire que je laisse tomber un truc de ma vie perso, mais parce qu'il y a un collectif à faire vivre. C'est pas que du perso. Bien sûr. Tu vois. Et c'est là, aujourd'hui, on est dans cette difficulté-là. Les managers sont vraiment là-dedans de comment je fais vivre mon collectif au-delà d'une somme de besoins individuels. Et c'est ça qui est pas simple. Ouais, parce que comme tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup, peut-être lié au développement personnel. Je m'occupe de moi. Ouais. Et en même temps, on le dit, je crois que c'est Christophe André qui a écrit un livre justement sur les liens, enfin vraiment, où il explique, enfin, on est lui et d'autres d'ailleurs pour le coup, mais on est des êtres de lien. On peut pas faire les uns sans les autres. Il y a rien qui n'est fait dans ce qu'on fait où il n'y a pas eu l'intervention de quelqu'un. Donc, ce serait complètement une utopie de se dire moi, et puis les autres, je m'en fous, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, on est, je pense, entre ces deux mondes, entre peut-être tout le témoin personnel qui a été peut-être un peu trop loin sur le moi, et puis l'autre qui n'était pas du tout dans le soin de l'individu. Et il y a ce choc, quoi. Et on est en train de le vivre. Tu le vois plutôt comme ça ? Ok. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est les femmes qui payent le prix fort de l'équilibre. On l'a vu, on a parlé de santé mentale. Est-ce que tu vois des changements quand même ? Je vois des changements, oui, parce que, tu vois, moi, ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'était de faire de l'équilibre un sujet universel, parce que ça l'est. Et que tant qu'on dit que c'est un problème de femmes, on entretient le fait que c'est un problème de femmes. Et donc, le changement que je vois, mais je ne sais pas si c'est en tout cas, c'est des hommes qui brandissent leurs besoins d'équilibre et qui disent moi, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie d'être présent, j'ai envie de. Donc, je ne sais pas si c'est tellement un changement ou quelque chose qu'il faut révéler encore plus, tu vois. Je pense que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui doit s'accompagner d'une libération aussi des hommes du travail et de ce rôle-là. Tu vois, on parle beaucoup des injonctions faites aux femmes, on parle beaucoup moins des injonctions faites aux hommes. Ouais, sur le patriarcat et tout ce que ça implique. Et qui crée beaucoup de souffrance, et chez eux, dont ils n'ont pas forcément conscience, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est les femmes qui consultent, c'est les femmes qui poussent les mecs chez les psys, chez les coachs, chez tout ce que tu veux, les thérapeutes et compagnie, mais ils ne sont pas bien pour autant, tu vois, ils ne le disent peut-être pas, mais ils sont pas, c'est pas génial pour eux non plus. Et donc, des systèmes où ils puissent dire les choses et où ça puisse... typiquement, le jour où on aura un congé paternité, je sais que c'est en train encore d'être questionné là, et ça va rebouger certainement, mais ce congé paternité qui normaliserait le fait pour un père d'être présent à la naissance de son enfant, ben, génial, c'est ça qu'il faut. Il faut des choses qui forcent et qui autorisent finalement. Tu vois, c'est un changement culturel dont on a besoin. Est-ce que justement, avec toutes les injonctions et les phrases que je disais tout à l'heure, on n'a pas... transformer un peu, tordu aussi, le mot d'équilibre avec cette notion de performance dans l'équilibre. Bah si, complètement. Tu vois, ça rejoint ta première question qui était est-ce que l'équilibre, c'est tout faire rentrer dans une journée.
Non, surtout pas. Et c'est souvent par là qu'on prend les choses. Ouais. J'ai cette image que j'utilise dans le livre du chausse-pied ou du tamis. C'est est-ce que l'équilibre, c'est pas tout faire rentrer au chausse-pied parce que ça marche pas et qu'on s'épuise et qu'on a toujours ce sentiment de ne pas avoir fait assez, de pas être assez bien, tout ça. C'est plus le tamis. Et c'est ça qu'il faut arriver à cultiver, c'est cette idée de c'est quoi mes filtres ? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de passer mes filtres et d'avoir sa place dans ma journée ou ma semaine, ou mon mois, ou mon année. Mais donc, et je crois que j'ai perdu le fil de ta question. Tu peux me redire ta question ? Non, bien sûr, est-ce qu'aujourd'hui, derrière le mot équilibre, on n'y a pas mis une injonction de performance, justement, et tu parlais d'organisation. Exactement. Donc, cette notion de performance, et si, on y a largement mis une question de performance qui rend les gens assez malheureux. Ouais, parce qu'il faut tout faire rentrer dans une journée. Ta vie pro, comme tu disais, les aides des uns des autres, on l'a beaucoup mis sous, comme tu dis, sous l'angle d'un agenda, quoi. L'équilibre, c'est faire en sorte que, ou d'une to-do quelque part, tu vois, et on s'est un peu perdu, quoi. Alors que quand on lit ton livre, on voit bien qu'il y a plein d'autres facteurs. Il y a plein d'autres facteurs. Ça, c'est hyper réducteur. Ouais. Et puis la performance, tu vois, c'est ce que je partage aussi dans le livre. Mais moi, j'ai des clients qui travaillent très peu et qui se sentent à l'équilibre, en équilibre, et d'autres qui travaillent beaucoup et pour qui c'est très équilibré. Et en fait, qui a raison, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Parce qu'en fait, l'équilibre, c'est une sensation. Exactement. C'est pas un 50-50 ou c'est pas des cases. C'est pour ça qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas une matrice. C'est une sensation de, comme tu dis dans ton livre, effectivement, il y a plein d'exemples de personnes qui expliquent moi, je travaille beaucoup, ou c'est des périodes d'intensité, c'est OK, puis je ralentis. Enfin, il y a toute forme, et que l'équilibre, c'est une sensation, et que du coup, ça commence, je crois que tu dis dans ton bouquin, ça commence par comprendre ses valeurs, ce qu'on veut, qui on est, ce qui est important pour nous, pour justement ne pas l'oublier. Et c'est tu remets l'image de la vidéo du prof qui aimait le vase avec les pierres, les cailloux et le sable. Où cette histoire, c'est comment on remplit le vase. Et on l'explique, d'abord, on met les grosses pierres. Donc, les grosses pierres, dans ton livre, c'est ce qui est important pour nous, quoi. C'est les projets importants, ce qui compte, ce qui nous fait nous sentir bien, etc. Bon, ensuite, on met les cailloux. C'est les importances secondaires qui remplissent. Puis, il reste un petit peu d'espace, et là, on prend le sable. Et là, le sable, il remplit tout ce qui reste. Hein. Et le prof, il explique, si vous faites l'inverse, si on fait rentrer le sable dès le départ, il n'y a plus de place pour les cailloux, il n'y a encore pas de place pour les choses importantes qui sont les grosses pierres. Ouais. Et aujourd'hui, comme les gens ne se posent pas la question, c'est quoi mes grosses pierres ? Éventuellement, de manière secondaire, c'est quoi mes cailloux ? Finalement, leurs journées sont remplies de sable. Et après, on se dit, je ne suis pas équilibrée. Et en plus, je confonds l'équilibre avec un agenda, quoi. Ou les grosses pierres des autres, tu vois, aussi. C'est ça. Et tu vois, cette notion de performance, je crois qu'elle est aussi très, très alimentée par les réseaux sociaux. Comment pour toi ? Parce qu'en fait, on est sans arrêt confronté à des images de la vie des autres, qui sont des images choisies. On n'est pas dans les coulisses, on n'est pas derrière le rideau. Donc, c'est des images bien choisies. D'ailleurs, valorisantes ou pas, d'ailleurs, parce que ces dernières années, on a aussi assisté au reste des effondrements, des gens qui disaient comment je l'authenticité, le vrai. Mais bon. Qui c'est un peu scénarisé, storytellé, quoi. Tout ça, c'est de la mise en scène. Il faut vraiment se le rappeler. Et en fait, dans cette mise en scène, on a l'impression que, en fait, on remplit le vide. Tu vois, notre cerveau, il est fait pour ça. Il se raconte une histoire pour connecter les points et se dire mais cette personne, elle arrive à tout faire. Mais regarde, elle fait son sport, elle a des super soirées avec son amoureux, ils sont très amoureux. Le boulot, c'est génial. Elle doit bien gagner sa vie parce qu'ils partent en vacances tout le temps. Et puis ses enfants, un truc. Et la performance, elle vient aussi de là. Et on a l'impression que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. L'empreinte que tout ça laisse sur soi et sur... tu fermes ton Instagram, tu te sens comment, en fait ? Tu te sens bien, tu te sens valorisé, motivé, enthousiasmé, ou tu te sens comme une qui réussit rien. Enfin, et ça, il faut vraiment aussi en avoir conscience. On en parle beaucoup avec mes amis. Pour plein, on ne suit que des comptes... qui nous font du bien, tu vois, des trucs de jardinage, de ce que tu veux, enfin des choses qui te font du bien et pas qui te poussent à être dans une forme de comparaison et donc de performance. Hyper intéressant, mais ça, pour le coup, quand tu vois le temps qu'on passe sur nos téléphones, nos ordis, etc., pas facile. Même si on entend une nouvelle génération qui veut
on entendait que c'était pour la première fois qu'on entendait les temps passés sur les réseaux sociaux qui diminuent et les jeunes qui reviendraient au téléphone à clapet. Ça peut être une bonne chose. Mais oui, cette comparaison, elle est destructrice. Ouais. Sauf que moi, pour avoir beaucoup accompagné là-dessus, comparaison, contrôle, etc., les gens savent pas faire... Enfin, les gens n'arrivent pas à faire sans... La mécanique est tellement puissante de la comparaison. Exactement. C'est-à-dire que le problème de l'injonction de se dire « faut pas se comparer », c'est comme dire... le problème, c'est que le cerveau, la mécanique est tellement puissante. Et en plus, je pense que plus la mécanique des réseaux sociaux en tant que telle fait que, moi, pour le coup, hormis quelque part travailler sur soi, c'est là où on revient. En fait, c'est pas ne te compare pas. C'est plus tu passeras du temps à te poser les questions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, je dirais en se laissant le temps. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est pas que c'est une nouvelle injonction. C'est pas facile quand on s'est jamais posé la question de qu'est-ce que j'aime, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est quoi mon système de valeurs. Quand on dit souvent la question aux personnes, c'est quoi vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire, souvent les gens sont un peu vides parce qu'effectivement, ils sont broyés un peu par la machine du quotidien. Et y a, pour beaucoup de femmes, d'ailleurs, même pour les hommes, mais pour beaucoup de femmes, il n'y a pas eu l'espace de se demander t'aimes quoi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Avec quoi tu as envie de mettre de l'espace ? Et tu te retrouves avec, comme tu dis, les femmes de 50 ans qui se retrouvent à 50 ans, il n'y a plus les enfants, et de se dire il me reste que moi, et moi, il se passe quoi ? Et donc, forcément, la comparaison, elle est liée par c'est ça la vie qu'il faudrait avoir, ou c'est ça l'équilibre qu'il faudrait avoir. Mais en fait, c'est pas ne te compare pas. C'est plus tu prendras du temps et de l'espace à te poser la question de qu'est-ce que t'aimes, qui tu es. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais. Et puis aussi, quand tu sens que tu te compares, qu'est-ce que ça titille ? Et moi, la comparaison, je la transforme souvent en fait de te dire waouh, j'admire ça chez toi. Je trouve ça trop génial ce que tu fais. Je suis admirative. Ou quand ça vient vraiment me chatouiller, je me dis qu'est-ce que j'en fais quoi ? Comment je transforme ? Mais ouais, je trouve que l'admiration, c'est un chouette... pas l'admiration béate de je suis nulle, parce que moi, je fais toujours la nuance. Je fais toujours la nuance entre admiration et inspiration. Ouais. Je crois que c'était Julien Musi qui avait donné je sais plus si c'était lui ou pas, je crois. J'avais trouvé la subtilité assez intéressante. Souvent, admirer, il y a ce rapport de... je vais pas pouvoir y arriver. Ah, ok. Tu vois, souvent. Moi, je mets pas ça dedans, mais t'as raison. À ce moment, on peut dire inspirer. Et il y a la nuance de admirer, souvent, il peut y avoir ce côté. Et j'avais reçu cette subtilité, je pense qu'elle m'avait marqué. J'étais en voiture, je devais être en train de vadrouiller, ça devait être un podcast, etc. Et je vois la différence entre inspirer. Tu m'inspires, donc il y a plutôt cette notion, ça m'inspire, ça éveille quelque chose chez moi, ça me donne de l'élan. Pourquoi pas, tu vois, enfin c'est un peu une subtilité, mais je trouvais ça intéressant et de dire quelque part je me compare mais ça m'inspire, c'est plutôt cette comparaison saine de se dire j'en suis pas là mais ça donne envie. Ou à l'inverse, vraiment juste waouh, c'est super ce que tu fais, c'est ton truc. Mais ok, on est bien. Si on passe sur le deuxième, cette notion de cohérence, avec l'équilibre, tu dis dans ton livre que l'équilibre, c'est d'avoir une cohérence personnelle avec soi. Comment, ton avis, pour les femmes qui nous écoutent, elles sentent cette cohérence ? Parce que souvent, même le mot qu'on utilise, nous, en coaching, ça va plus loin, c'est la congruence. Mais femmes qui nous écoutent, c'est quoi cette sensation de cohérence qui n'est plus du coup un équilibre de mon agenda, mais plutôt on se rapproche de cette sensation de c'est juste pour moi. Alors, tu sais, en coaching, on parle aussi en jargon d'alignement. Qui renvoie peut-être plus à une notion de sensation, justement. Mais je crois que c'est... on sent quand on l'a pas, peut-être plus fortement que quand on l'a. Mais c'est-à-dire, c'est cette idée que ce que je fais au quotidien, c'est en accord avec des choses dans lesquelles je crois. Et en fait, je dis souvent on le sent l'inverse parce que, et en coaching, on accompagne souvent des gens comme ça, quand on est à l'inverse, on est à se dire mais attends, la journée je fais ça alors qu'en fait, je suis en train d'alimenter un système dans lequel je crois pas, ou on me demande de passer tel message, mais en fait, j'y crois pas, ça n'a pas de sens. Ou alors je passe ma journée à porter un masque, quoi. Et attention, et là-dessus, je nuance beaucoup aussi, parce que je pense qu'on est aussi dans une période où on a une espèce de mythe de l'authenticité aussi. Absolue, pression. Et tout ça.
et qui est un petit peu déconnecté de la réalité, parce que bien sûr qu'on s'adapte, bien sûr qu'on n'est pas les mêmes au travail et à la maison, enfin pas complètement. Mais c'est sur les fondamentaux, est-ce que mes fondamentaux sont les mêmes dans les différents domaines de ma vie? Enfin, ces valeurs profondes, quoi. Est-ce que j'arrive à les honorer? C'est surtout ça. Dans le quotidien, quoi. C'est pas. Ouais. Et c'est des petites choses souvent. On a imaginé que ce soit des grandes choses, mais. Ça peut être les deux. Ouais, Ça peut être les deux, mais il faut trouver le bon curseur de qu'est-ce que sur quoi je suis prête à transiger aussi, parce qu'encore une fois, l'absolu n'existe pas et nos vies sont faites aussi de compromis. Et donc c'est sur quoi je suis prête à lâcher. Et qu'est-ce qui compte fondamentalement et qui me met en gros inconfort. Et on le sent, ça, généralement. Pourquoi, selon toi, on a peut-être un peu répondu tout à l'heure, mais c'est difficile justement pour les femmes de se poser la question de c'est quoi réellement mes désirs et mes aspirations, justement. T'as 5 jours. Parce que... c'est marrant, j'y pensais en venant ici. En fait, on a parlé de l'éducation dès la toute petite enfance. Et puis après, je me suis dit, tu vois, c'est pourquoi c'est à 40, 50 ans que les femmes commencent à se poser ces questions-là, vraiment. Parce que ce temps, justement, de la procréation est passé. C'est ma théorie, hein. Je dis pas que je dis la vérité. Il y a quelque chose de chimique presque. Ouais. Et justement, dans la voiture, je me dis, il faudrait, parce que je veux surtout pas faire des... Je suis pas assez calée là-dessus, sur le côté biologique des choses. Mais il y a quand même, en tout cas, si ce n'est de l'inné, en tout cas de l'acquis, je suis au service. Je suis au service de mes éventuels enfants, si j'en ai, ou au service de la question d'en avoir. Parce que même si on n'en veut pas, la société se charge bien de nous rappeler que c'est une question qu'on est obligé de se poser. On est au service aussi de la construction de sa carrière, qu'on ait envie d'avoir une carrière ambitieuse ou pas, mais en tout cas de fondamentalement comment je vais gagner ma vie pour manger, quoi, et me mettre un toit sur la tête, et que donc on est très là-dedans. Et tu vois, quand je pose la question des besoins à mes clientes, généralement, c'est comme une bombe, quoi. C'est ah bon, j'ai le droit d'avoir des besoins, j'ai le droit de les écouter, ils sont légitimes. De les nommer, de les faire vivre, de les faire exister. De les partager avec les autres, de dire... et ça, c'est un travail de déconstruction. Et après, je pense que c'est un peu pareil chez les hommes, on en parle beaucoup moins. Mais voilà, eux aussi, ils ont des besoins qui sont peut-être à l'inverse de ceux avec lesquels ils grandissent aussi. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment cette idée de à quel moment je retrouve de la place pour ça, parce que je suis moins dans tout ce qui est attendu de moi. Et souvent, tu vois, il y a un exercice que j'ai mis dans le livre et que je fais très souvent faire en atelier ou quoi, mais c'est la roue de la vie. Et la roue de la vie, il y a un des domaines, je vous laisserai le découvrir cet exercice, mais un des domaines de vie, c'est la santé. La santé, c'est un truc auquel on s'intéresse généralement que quand on commence à la perdre. Exactement. Et les femmes, elles s'occupent des autres, elles s'en occupent le moins d'ailleurs. Il y a des chiffres. Ça. On a noté des chiffres aberrants sur le sujet. Elles sont très tardivement diagnostiquées, elles s'en occupent très tardivement. Ouais. C'est les premières à prendre les rendez-vous pour la famille, les enfants, etc. Elles passent en dernier. Il y a des stats affolantes en ce moment sur le sujet. Affolantes. Et typiquement, tu sais, Claire Mounier-Veillé de CHU de Lille qui fait tout un travail de prévention sur les risques cardiovasculaires chez les femmes, parce que c'est les femmes qui décèdent bien plus des infarctus parce qu'elles ne sont pas... elles s'écoutent pas. Ce truc de pas s'écouter, en fait. Et donc, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est-à-dire que dans ce domaine de santé, quand les femmes font l'exercice de la roue de la vie, mais systématiquement, il y en a qui repartent en disant « Bon, je vais aller prendre mon rendez-vous, là. » Tu sais, l'ordonnance de la mammo qui traîne au fond du sac depuis des mois, ou la prise de sang, où tu te rends compte que en fait, t'es méga anémié et que c'est pour ça que t'es fatigué. C'est pas parce que t'es nul et que t'arrives pas à t'organiser. Pareil, tout ce qui est périménopause, ménopause, on commence à peine à en parler. Moi, j'avoue, c'est un mot qui n'existait pas pour moi il y a 6 mois, quoi. Non. Et là, on entend parler partout. Mais c'est génial. Parce qu'en fait, tout un tas de sujets qui sont vécus justement dans une espèce de « j'ai un problème, c'est moi qui fais quelque chose pas bien ». Alors que, non, c'est physiologique. Et donc voilà, donc sur ta question sur les besoins, c'est... il y a tout un pan. Mais ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec une amie. Tu vois, pourtant je suis féministe dans le sens où
il y a un rapport d'égalité. Moi, j'aime les hommes, j'ai pas de problème avec les hommes, etc. Mais ce rapport de se dire féministe du choix, tu vois, par exemple, le fait d'avoir autant de choix et autant de possibilités de manière égale que les hommes. Mais je l'écoutais parler, puis elle disait moi, au départ, dans ma carrière, j'étais hyper investie. Je voulais y arriver parce que j'avais cette volonté d'être indépendante, y arriver. Il y avait une notion, on retrouvait encore le fait il y avait des choses à prouver. On entend beaucoup ça chez les femmes derrière ça. Et puis, elle a fait un burn-out. Elle a eu ses 2 enfants. Elle a eu un postpartum bien compliqué. Et elle se dit, tout de suite, j'ai repris le travail. Voilà, alors que je me suis pas écoutée. Et elle dit, mais en fait, après coup, parce qu'elle a été arrêtée avec son burn-out plusieurs années. Ses enfants avaient déjà, 4-5 ans pour l'un et un peu plus pour l'autre. Elle a fait un burn-out sévère et elle dit maintenant, si je fais un peu le recul sur ma vie, c'est vrai que mon mari, à l'époque, m'avait dit mais tu veux pas t'arrêter, tu veux pas prendre un congé parental. Et j'avais ce truc mordicus de non, je suis une femme indépendante, je retourne travailler, etc. En gros, avec cette image de la femme au foyer aujourd'hui, qui est presque devenue un non-choix possible entre femmes dites indépendantes. Et en fait, faut faire attention parce que et je me souviens avoir coaché aussi une coachée là-dessus, qui se disait féministe, mais en fait, elle se rendait compte le mode de vie qu'elle voulait. Elle avait des propres injonctions entre ce qu'elle pensait que le féminisme lui imposait, d'être indépendante du travail, de pas dépendre d'un homme, machin, etc. Et finalement, le rythme qu'elle voulait, la vie qu'elle voulait réellement dans ses propres désirs, était elle avait le sentiment de pas corréler entre le féminisme et ce qu'elle voulait. Et ce que je veux dire par là, c'est faire attention, c'est que le féminisme, c'est avoir le choix. Et que les femmes aujourd'hui qui veulent plus s'occuper de la famille, des enfants, être au 4-5e, parce qu'on voit beaucoup de trucs, les femmes aujourd'hui, elles travaillent gratuitement à cette période de l'année, le problème effectivement économique des retraites, etc. C'est réel. On va pas se mentir, c'est réel financièrement parlant. Il y a un vrai sujet collectif financier. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui culpabilisent aussi de vouloir s'occuper des enfants à la maison, parce qu'on parle de besoins, mais de style, je suis moins que rien si je fais ça. Aujourd'hui, c'est sous-évalué parce qu'on parle de travail non rémunéré. Je sais pas si tu en as croisé, mais moi, j'en ai croisé quelques-unes aujourd'hui. Et ça, parce que mon amie me disait justement, pour revenir à cette histoire, elle me dit, mais si j'avais réfléchi, quand il m'a proposé ça, j'ai dit non. Et maintenant, après coup, qu'elle a eu son arrêt, qu'elle a pris le temps de s'occuper de ses enfants, elle me dit, si j'avais su, aujourd'hui, je l'aurais fait. Tu vois ? Mais oui, et c'est très juste. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur l'incapacité collective de penser des carrières avec des rythmes. De la même qui et pas linéaire ou comme ça. Qui collerait à la réalité des rythmes de nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut être à fond, des moments où on ne peut pas être à fond, où on ne veut pas être à fond. Voilà. Et d'avoir des... Tu vois, hier encore, on parlait avec des amis coachs. Il y en a une qui coach une femme, elle est dans un cabinet d'avocats. Le choix qu'on lui donne, c'est up or out. Tu vois, ce truc de soit elle rentre dans le truc, l'associé, la voie pour l'association, voilà. donc ça veut dire 2 ans de boulot intense, soit elle sort. Mais en fait, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ça, bon, c'est très extrême comme exemple. Mais quand même, ça existe. Ça existe beaucoup. Et comment on peut aussi repenser des carrières pour dire, on peut avoir des temps où on est au 4-5e, au 3-5e. Mais des vrais, hein. Pas des faux. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de clientes aussi qui en sont revenues des 4-5e parce qu'elles étaient payées 4-5e. Elles faisaient 5-5e sur 4 jours. C'était pire. C'est la majorité des cas. C'était pire. C'est la majorité des cas, c'est ça. Donc, c'est des fausses solutions. Donc, vigilance par rapport à ça. Mais en fait, des vrais 3-5e, des vrais 4-5e. Il y a plein de solutions. J'ai échangé l'autre jour avec 2 femmes de la SNCF qui promeuvent le job sharing. C'est génial aussi, ça. C'est quoi ? Je connais pas le concept. En gros, tu partages tes 2 personnes sur un poste. Donc, c'est des postes à responsabilité. Hein. Donc, ces 2 personnes, il faut être très aligné faut bien sur les valeurs. Il faut bien s'entendre. Il faut être sûr qu'il n'y en ait pas une ou un qui a envie de plus de pouvoir ou de tirer la couverture. D'être aligné aussi sur les décisions parce que... C'est un vrai binôme, quoi. C'est un vrai binôme. C'est passionnant. C'est passionnant. Et tu vois, des modalités comme ça, en fait, et ce qu'elle disait, c'est tout à fait ça. On repart du besoin qui est qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de lever le pied au travail. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté son ambition pour toute la vie, ça ne veut pas dire que... Mais juste à ce moment-là de la vie, on a besoin de lever le pied. Quelle solution on peut créer pour accompagner ça ? Et pour qu'ensuite ces personnes réintègrent à temps plein, si elles en ont envie ou pas, mais qu'on puisse vivre... En fait, c'est fou quand ils pensent, le côté rigide et déconnecté de la réalité de la vie, des carrières. Surtout des femmes, quoi. Enfin, pour le coup, parce qu'elles en bâtissent beaucoup plus. Mais je suis d'accord, il n'y a pas que les femmes. Mais t'as raison. Les hommes pourraient avoir envie.
Les femmes sont plus impactées, mais les hommes pourraient avoir envie de ralentir et de pas être toujours parce qu'ils ont l'injonction quelque part eux de je suis l'homme qui ramène l'argent à la maison et qui tient le foyer, qui est pas anodin sur les épaules en termes de pression. Qui est pas légère du tout. Et en effet, et c'est en fait si on crée des solutions qui conviennent à des mères aidantes, tu vois, qui cumulent les deux, et ça arrive, il y en a plein, de plus en plus. Bah alors ça marche pour tout le monde en fait. Tu vois, ça devrait être ça l'espèce de modèle autour duquel on crée et puis après ça fonctionne. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le modèle est basé globalement sur le gratuit quelque part. C'est-à-dire que toute le modèle de tout, on sait que voilà, majoritairement, c'est les femmes qui s'occupent de ce modèle gratuit. Donc, sur les épaules des femmes, pour que, tu parlais du travailleur idéal, puisse avoir les idées claires, avec encore cette notion de travailleur idéal qui est l'homme, et la femme qui est là pour compenser ce travail gratuit. En fait, c'est de repenser le système, pas en performance linéaire et croissante. Si d'autres le veulent, oui. Mais dire, mais comment on pourrait faire pour que ce travail invisible et gratuit puisse être reconnu, pour qu'effectivement, on puisse avoir non pas quelque chose de fixe, finalement très rigide. Quand on parle de flexibilité, souplesse au travail, globalement, c'est dans des ajustements. Mais quand tu regardes la carrière, comme tu dis, elle est plutôt très, très rigide. Quand tu fais des sorties ou par exemple, tu es une femme qui voudrait avoir une maternité tard, d'accord, et puis qui ça doit peut-être jouer sur son corps, etc., qui aura envie en plus de ça de ralentir à 40 ans, elle revient à 42, 43 ans, elle est au placard parce que maintenant t'es vieux, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Le modèle, il est pas pensé comme ça. Et ce serait des choses à poser sur la table. Mais comme tu disais tout à l'heure, je crois que tu as utilisé, quel terme tu as utilisé, c'était pas résistance, mais que là-haut, ça bougeait pas, quoi. Il n'y avait pas une volonté pas toujours, mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est impulsé, ou en tout cas soutenu par la direction, ça va beaucoup plus vite. Bah oui, bien sûr. Et justement, quand on revient à la place du travail dans nos vies, justement, cette partie-là, on se pose toujours la question de trop, pas assez, mal, justement, vu qu'on parle d'équilibre. J'aime bien parce que dans ton livre, il est là. Il y avait un exemple que j'aimais bien, d'Albert Moukébert, justement, où il expliquait pourquoi le travail est dans nos vies était autant prioritaire. Justement, où il donne l'exemple, il va dîner, il doit dîner avec sa chérie. Il se dit, bon, si je lui dis je veux annuler parce que en fait mon envie personnelle à ce moment-là, c'est de jouer aux jeux vidéo, bon, elle va pas trop bien accepter, quoi. Par contre, si je lui dis je dois décaler ou arriver en retard parce que j'ai un impératif au travail, on va l'accepter. C'est cette notion de qu'est-ce qui fait que selon toi, aujourd'hui, en gros, on se dépriorise. Ça veut dire que, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as légèrement dit dans nos agendas, faudrait que nos activités personnelles soient planifiées au même titre que le professionnel. Mais on voit bien, on l'a toutes fait. Moi, je l'ai fait, je me vois faire. Lorsqu'il y a des impératifs au travail, hop, ça saute mon petit cours de sport ou je ne sais quoi, pour répondre à la priorité, ce qui semble être la priorité travail. Il y a plusieurs choses qui me viennent. D'une part, il y a une réalité économique et de vie, qui est que le travail, c'est aussi... et d'ailleurs, il le dit très bien, Albert. Il nuance beaucoup les choses parce qu'il dit, il dit toujours, moi, je suis d'une position privilégiée où je peux. Ouais. Et donc ça, il faut vraiment le rappeler aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas le choix, qui ont des boss vraiment pas compréhensifs. Et en gros, c'est même pas une question, en fait. Il n'y a pas de nuance, il y a de non négociables. Voilà. Ils sont... Même quand ils ont des gros problèmes de santé, il faut être au boulot. Donc voilà. Mais... le travail, c'est quand même ce qui nous permet de gagner de l'argent, donc de nous nourrir et de nous loger. Donc ça, il y a quand même ce besoin fondamental-là. On est en bas de la pyramide de Maslow. Et l'autre chose, c'est que on a aussi parce qu'on ne s'est jamais posé la question, bien souvent, mais cette idée qu'on peut être, encore on revient à la linéarité, qu'on peut être efficace de manière linéaire. On se conçoit dans notre capacité à produire et à délivrer comme des machines, même si on ne se le formule pas comme ça. Donc, on pense que le sport, ou que faire une pause, ou que prendre le temps de déjeuner, ou de terminer pas à pas d'heure, on pense que c'est un luxe, ou que c'est quelque chose qu'on aura quand on aura atteint tout le reste. Mérité. Et après, c'est un peu méritoire. Ouais, tout à fait, mérité, et que, voilà. Alors, sans se dire, et j'utilise la métaphore dans le bouquin, c'est le carburant, c'est pas la récompense, quoi. Le cours de sport, ouais, ça fait plaisir.
Mais c'est pas parce que ça fait plaisir que c'est un truc léger, anodin, accessoire. Ça fait plaisir et ça permet de s'aérer, ça permet de stimuler, de créer des hormones qui nous font du bien, qui nous portent. C'est ce qui fait qu'on dormira bien après, c'est ce qui fait qu'on trouvera des idées, c'est ce qui fait qu'on va être en lien avec d'autres personnes. Enfin, c'est tout ça qui va faire que le reste du temps, on sera bien. Donc, c'est aussi se dire... en fait, c'est ouvrir notre définition aussi de ce qui est non négociable. Le non négociable, c'est pas que le boulot. Qu'est-ce qui est... Et ça, je challenge beaucoup mes clients là-dedans. C'est dans vos gros cailloux, là, c'est quoi les gros cailloux qui ne sont pas que du boulot? Des gros cailloux de nourriture relationnelle, de nourriture physique, de nourriture spirituelle, de tout ce qu'on veut, mais qui font que on n'est pas liés, justement, en fait. Et ça me fait penser justement dans ton bouquin, si je peux lire ce paragraphe de Bruno Humbeck, si je prononce bien son nom, où il dit « Il faut se donner du temps libre. Le problème, c'est que nous avons coupé notre temps en deux. Le temps professionnel et le temps soi-disant libre, qui est le temps familial. Le temps familial n'est pas un temps libre, c'est un temps négocié en permanence avec d'autres personnes. Le vrai temps libre, c'est celui qui n'appartient qu'à moi. Et il faut dans une famille que chacun ait son temps libre et qu'on le préserve au-delà des vacances. L'être humain n'est pas programmé pour pouvoir, 1 mois par an, vivre suivant les vrais rythmes qui lui convient en regroupant son temps libre sur une petite période. Il doit garder son temps libre et donc toujours veiller à couper son temps en 3, le temps familial, le temps professionnel et le temps libre. Pendant le temps libre, je n'ai de compte à rendre à personne et je prends le temps que je veux pour faire ce que je veux. » C'est clair, c'est tellement... il est fascinant ce monsieur, il faut vraiment écouter ce qu'il fait par ailleurs. Et justement, si vous voulez écouter, je crois que c'est l'épisode 40, justement, où j'explique c'est quoi le rapport au repos et à la fatigue. Parce que quand on parle d'équilibre aussi, quand on parle de sensation, souvent on sent, on va parler juste après en plus de déséquilibre, souvent la notion de déséquilibre, il y a une notion d'épuisement souvent derrière, il y a une sensation, il y a le sentiment de ne pas y arriver, etc. Et la fatigue est souvent un premier signe. Et donc dans l'épisode 40, justement, on donne les différents types de fatigue et donc les différents types de repos. Mais dans chaque, il y a vraiment cette notion d'espace. Et comme tu disais, c'est le mouvement. En fait, des fois, on n'a pas de fatigue, des fois physique. Et justement, le fait d'aller au sport, en fait, va nous faire du bien. Ça va nous permettre de couper et d'être plutôt dans le repos, justement, déconnexion des ordis, déconnexion du système de pensée, sensoriel, etc. Voilà, en tout cas, je vous recommande de l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Sortir de la tête aussi. Exactement. Vraiment. On est tellement dans nos têtes, tellement dans nos têtes, à croire que tout se résout aussi par la pensée. Exactement. Et on peut pas travailler. Là, moi, je te disais tout à l'heure, moi, j'étais partie en vacances justement au Maroc, à Darla. Je sentais une forme de fatigue, mais elle n'était pas physique. La preuve, j'ai fait une semaine de kite, donc j'étais en mouvement toute la semaine. Ça m'a fait un bien fou. Mais par contre, j'ai senti que j'avais récupéré parce que j'avais coupé des réseaux sociaux. J'ai pas ouvert mon ordi de la semaine. J'ai pas du tout mis mon cerveau en ébullition à qu'est-ce que je dois faire, comment réfléchir, penser, etc. Et ce qui est génial, c'est que quand tu reviens, tu as eu un espace fou parce que le vide permet justement, et ça fait vachement de bien. Oui. Moi, tout le temps, mes clients, tu sais, quand ils sont bloqués, quand ils n'arrivent pas, je dis, tu te lèves, tu vas marcher. La marche. Là, tu vas marcher, il y a tellement de choses qui se résolvent dans des couloirs de nage, dans la piscine, dans un cours de danse, dans la forêt, en train de marcher, quoi. Enfin, c'est voilà. On oublie... On leur donne pas de valeur parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque, tu vois ce que je veux dire là-dedans. Ouais, et qu'on l'apprend. On l'apprend quand on a eu la chance, enfant, de faire beaucoup de sport, par exemple, tu vois. On le sait. C'est marrant, je me souviens, j'avais fait une conférence sur la charge mentale à l'Opéra de Paris. C'était génial parce qu'il y avait tous les corps de métier. Et à Garnier, il y avait une danseuse. Et donc la charge mentale d'une danseuse, la charge mentale d'un machiniste, c'était passionnant. Et la danseuse, elle nous disait, quand je danse, j'ai plus aucune charge mentale. Je me disais, elle est dans le flow en fait. Et ça en fait, ça rejoint un peu cette idée de temps libre, je crois. C'est aussi ce besoin d'être ce qu'on appelle dans le flow. C'est une notion en psychologie de Mihaly Csikszentmihalyi qui, le flow, c'est cet état où on ne voit plus le temps passer, on est dans son élément, on est en train de faire quelque chose d'un peu dur pour soi. Il y a quand même cette notion de je fais quelque chose, de défi. C'est intense quand même. C'est intense, ça nous demande de la concentration, de l'effort, et il y a un résultat concret. Et ça, on a aussi besoin de cet état-là. Et cet état-là, aujourd'hui, dans nos modes de vie, où justement,
on est à essayer de faire rentrer un max de choses dans un minimum de temps et où génial, l'IA va te permettre d'optimiser ton agenda, super, ok. Mais en fait, qui me donne des temps de flow, parce que c'est ça qui fait qu'on est bien. C'est ce qu'il faut arriver à cultiver, quoi. Vraiment, vraiment. Moi, quand j'ai écrit le livre, j'étais en flow. Et j'ai un souvenir extraordinaire des plages d'écriture parce que j'étais concentrée que sur ça. J'avais mis une musique que j'adore. Et j'écrivais. Et à la fin de la journée, j'avais des pages. Et j'étais dans mon truc. Et j'avais pas du tout... C'était très intense comme effort. Mais j'avais pas du tout la même sensation de fatigue à la fin d'une journée d'écriture qu'à la fin d'une journée de travail classique où je traite 50 sujets, je saute d'un truc à l'autre. Donc, il y a vraiment, vraiment quelque chose à prendre, dont il faut prendre soin. On ne peut pas toujours avoir des plages dédiées une journée entière, j'en ai bien conscience, mais essayer de se dire qu'on n'est pas des machines, que notre cerveau, notre corps ont besoin de choses pour nous soutenir dans ce qu'on a envie d'accomplir. Et quand tu dis soutien, il y a plein de formes, mais justement le sport, le mouvement, les différents types de repos, etc. Moi, je sais que moi, je suis une marcheuse par Compostelle ou autre, et souvent mes meilleures idées, moi, je marche entre minimum une demi-heure à 1 heure par jour. Ça, c'est mes pauses. J'ai besoin de m'aérer. Et encore même, je travaille beaucoup avec une thérapeute sur le corps, parce que je fais beaucoup de coaching, qui est quand même assez mental. Je trouve quand même le coaching, on peut dire ce qu'on veut. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'autres choses. Donc, souvent, je travaille avec une thérapeute pour faire passer beaucoup plus de choses par le corps. Et avec le système sympathique et parasympathique. Et elle me dit, non, on devrait avoir des pauses, être en mouvement, plusieurs minutes par heure. Alors que on va avoir aussi l'épisode 41 sur la sédentarité avec Alexandre Dana sorti, mais à écouter aussi si vraiment mais le mouvement crée aussi la créativité. Et moi, je sais que quand je marche, en fait, je prends souvent, je vais te prendre l'exemple concret, c'est-à-dire que dans les entreprises, dans beaucoup d'organisations, j'avais fait tout un écrit là-dessus. Dans nos organisations, quelqu'un qui va prendre une pause pour aller fumer, prendre son café, etc., c'est accepté. Toi, tu dis non, je vais prendre ma petite demi-heure ou mes 20 minutes pause, je sors du bâtiment pour aller marcher, pâté de maison, ou aller dans la forêt derrière. On va se dire, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas du temps de travail. C'est un peu les absurdités de nos sociétés. Alors que moi, pour le coup, forcément, je suis à mon compte. J'essaie que des fois, quand je sens que je coince ou que il y a un peu de friction dans ma réflexion, parce que je fais beaucoup de travail d'écriture, de réflexion, d'essai, etc., je pose mon stylo. Maintenant, j'essaie quasiment minimum une fois sur deux de ne même pas prendre mon téléphone, parce que vraiment, comme ça, je suis coupée, et je pars en forêt, parce que j'ai la chance d'être collée à la forêt, et je marche. Et souvent, c'est là que j'ai mes meilleures idées. Il y a des choses qui arrivent, de l'inspiration, le vide. Et complètement. Donc, on voit, au problème, c'est que quand on voit ça comme quelque chose de non productif, donc quelque chose qui est à côté, donc, ou quelque chose, c'est la pause, c'est la fameuse pause après l'effort, un peu méritoire, alors qu'en fait, c'est cette bouée qui va te permettre de décanter et d'aller beaucoup plus vite après. Mais ça, dans nos organisations, c'est... Et puis même là, on est encore en train de le présenter sous une forme de support à la productivité. On peut même se dire... Juste comme ça. Tu vois, que c'est... En fait, c'est fou comme on oublie ce qui fait notre humanité, mais au sens de base. C'est-à-dire qu'on a un corps, qu'on a un système digestif, on a un système nerveux, on a tout ça. Et tous ces trucs-là, ils ont des besoins. Et justement, c'est ce qui nous distingue de l'IA, c'est ce qui nous distingue des machines, c'est ces choses-là, quoi. Et plus on peut se rappeler ça, et c'est pas un truc du luberlu perché, tu vois, c'est vraiment un truc, en fait, c'est de la base, quoi. C'est vraiment la base. Et même, comme tu dis, c'est pas que de la productivité, mais moi, je sais que c'est des moments où j'ai des réponses qui me viennent juste à des trucs perso, ou des fois, juste, quand on est... Les écrans, moi je vois à ma vue, avec les écrans, on est quand même scotché beaucoup. C'est ce moment où tu regardes ce qui se passe autour de toi. Moi, ce que j'adore, c'est qu'en forêt, par exemple, c'est des choses simples. Ça éveille cette créativité, mais ça éveille les sens, parce qu'on a des sens, et nos sens, ils nous permettent de faire beaucoup de choses après, sans parler de productivité. Quand tu vas en forêt, c'est le changement de la nature, le changement des odeurs. Tu as beau prendre le même chemin tous les jours, tu vois. Il y a des périodes dans l'année où il n'y a pas de changement, mais il y a des périodes où presque toujours il y a un changement. Il y a une odeur qui change quand il y a des changements de saison. Et juste d'observer ça, même la nature autour. Ou moi, par exemple, j'ai de la chance d'être en forêt et en ce moment, il y a régulièrement des biches qui traversent, etc. Et c'est un peu comme quand j'étais à Paris avec la Tour Eiffel, c'est-à-dire...
il y a une biche comme une enfant de 4 ans, tu vois, qui vient de traverser, et pourtant je suis en forêt. Et en fait, c'est des petits émerveillements qui te coupent de ce truc un peu de l'effort, etc. Et qui te donnent une sensation, tu vois, de dire, moi, ça m'équilibre, tu vois, d'aller en forêt, des choses simples, parce qu'on croit aussi que les fameux besoins et plaisirs, il faut trouver quelque chose, une passion, quelque chose de très constructif aussi, tu vois. Ouais. Même le mot passion, il y a plein de gens que ça bloque, ils disent, j'ai pas de passion. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que t'aimes faire Justement, tout à l'heure, t'as débunké, on en est venu, mais l'équilibre, justement, c'est pas 50-50. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ce serait complètement biaisé de dire le travail prend trop de place, mais le travail, c'est pas 50, c'est pas 40, c'est pas 70. C'est une notion qui est propre à chacun. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, et en fait, ce truc de 50-50, il vient de l'image de la balance. Alors, c'est ce que tu poses la question quand vous parlez d'équilibre. Quelle est la première chose que vous pensez ? La balance. La balance. La balance, et puis pas une balance comme ça. Une balance équilibrée. Qui est bien horizontale. Et en fait, moi, j'adore les métaphores, j'adore les images, tout ça aide. Et moi, toute ma réflexion autour de l'équilibre, elle vient beaucoup, on va être sur encore le thème du mouvement, mais de la danse. Je fais beaucoup de danse, j'adore ça. Et j'ai cette phrase-là une prof qui nous avait dit un jour, l'équilibre, quand on travaille sur son équilibre en danse, c'est pas un état, c'est une recherche. Et c'est très vrai. Même, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la danse. Même simplement, si vous vous mettez debout, vous levez à une jambe, vous êtes en équilibre sur un pied, c'est pas stable. Il y a plein de petits muscles qui travaillent. Il y a les bras peut-être qui vont rééquilibrer. En danse, on travaille beaucoup sur le fait d'étirer la tête, d'ancrer ses pieds, travailler cette sensation d'ancrage des pieds dans le sol. Et donc, l'équilibre, c'est en effet, c'est pas un état, c'est une succession de déséquilibres rattrapés. Parce qu'on est sans arrêt en train de se dire, le corps est toujours en train de faire quelque chose pour pas tomber. Et je trouve que cette métaphore-là, elle est tellement plus aidante et utile de se dire, en fait, je tombe, je remonte. Je tombe, je remonte. Ça penche d'un côté, est-ce que ça me va ? Ouais, ça me va. Ça penche de l'autre, ça me va ? Pas trop. Qu'est-ce que je réajuste ? Et c'est ça, en fait. Et c'est tellement plus dynamique. Et du coup, il n'y a pas d'échec. On ne positionne pas les choses en termes d'échec ou de réussite. Non, le mouvement. C'est le mouvement. Et c'est la vie, en fait. C'est la même manière qu'il y a des cycles. C'est marrant, cette définition très figée qu'on s'est imposée. Tu vois, ça revient à ta question du début sur la performance et le fait de réussir et une injonction et un truc. Si c'est quelque chose de dynamique, alors on est toujours en position, et encore une fois, c'est pas moi tout seul, on est toujours en position de redéfinir, de réajuster, de repositionner ses besoins, de se réinterroger, de redemander de l'aide, de faire autrement, quoi. Et puis, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est en mouvement, mais c'est aussi en mouvement parce qu'il y a du mouvement autour de nous. Ben oui. C'est notre mouvement, mais le mouvement d'à côté. Par exemple, tu dirais, je suis en équilibre, mais il y a du vent, c'est l'extérieur, ça peut me mettre en déséquilibre. Et derrière le vent, ça peut être l'entreprise, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint. Notre équilibre, il est aussi en mouvement parce qu'il y a aussi l'équilibre des autres qui nous percute, quoi. Oui. Donc, et justement, tu dirais quoi à toutes ces femmes qui disent mais j'ai l'impression d'y arriver nulle part. C'est cette injonction je suis nulle. De définir ce que ça veut dire y arriver. Ouais. Parce que, et ça pour elle. Ouais. Ça voudrait dire quoi, y arriver le Y, là. Ouais, c'est quoi le I. Comme en maths, finalement. L'équation. Il y a quoi dedans ? Et c'est un exercice que je fais faire à mes clientes dans mon programme de groupe, là, Conscious Ambitions. C'est un des premiers exercices que je leur fais faire. Cette promo qui est en cours, ça les a bien secouées. Parce qu'en fait, dans ton I, y arriver, qu'est-ce que tu mets ? Qu'est-ce que tu mets parce que tu t'es pas posé la question et que c'est là et que en fait ça te casse les pieds, quoi. Qu'est-ce que tu mets et qui te va bien ? Qu'est-ce que tu mets pas mais que tu aimerais bien mettre ? Donc c'est vraiment questionner, ça voudrait dire quoi y arriver ? Parce que c'est pas vrai. Et tu vois, un des premiers épisodes des Équilibristes, c'était avec Aurélia Schneider qui a écrit sur la charge mentale, qui est psychiatre, et qui me disait qu'elle a régulièrement dans son cabinet des femmes, des mères au foyer, qui arrivent en disant « j'ai rien fait aujourd'hui ». Et elle leur fait faire la liste de ce qu'elles ont fait. Et donc, elles ont géré 50 milliards de choses. Et elle dit donc ça, c'est ne rien faire. Donc, c'est vraiment cette question de qu'est-ce que tu définis, en fait. Et si tu as l'impression d'arriver à rien faire, c'est peut-être parce que tu es en train de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Enfin, voilà, c'est... Plein de questions. Puis dans le rien, dans ce que j'entends, on revient un peu à ce qu'on a dit aussi, c'est-à-dire que le jugement aussi, il y a des tâches qui ont de la valeur et des tâches qui ont de la valeur. Et en même temps, ce qu'on dit tout à l'heure, beaucoup de tâches qui incombent aux femmes dites
aujourd'hui invisibles. Ouais. Donc nous-mêmes, on les invisibilise. Le fait de pas se rendre compte qu'en allant vers la douche, en même temps, on a ramassé le truc, le machin, etc. Enfin, finalement, on a fait 4 tâches juste sur le chemin pour aller se doucher, que personne n'a vu, mais on a déjà traité. Moi, je sais que je marche, alors j'avais des want lists pour le mot. Moi, j'ai besoin de tout écrire, tu vois, de dire parce que ça vide ma tête. Parce que moi, je me dis c'est écrit, c'est pas oublié. Oui. C'est une technique perso. Oui. Mais des fois, quand je la commence et que j'ai déjà fait des tâches le matin, je les note, tu vois, pour me dire c'est fait. En fait, c'est pas parce que je commence ma liste maintenant que les 5-6 tâches là que j'ai déjà fait parce qu'elles étaient rapides, je les note et je les coche. Ça peut paraître bête, Non, c'est pas mais bête. je me dis non, ça a de la valeur, c'est fait, c'est déjà fait. J'ai déjà entamé ça dans ma journée, quoi. Ouais, c'est clair. C'est la done list, c'est génial. Et justement, parce que tu l'as dit juste avant, tout à l'heure, tu as parlé de cette notion de déséquilibre. J'ai beaucoup aimé cette phrase, je ne l'ai pas retenue, mais quand tu as dit sur la danse, c'est... c'est pas un état, c'est une recherche. C'est une succession de déséquilibres. Exactement. C'est une succession de déséquilibres et c'est pas des échecs. Justement, l'équilibre, c'est accepter ces déséquilibres. Oui. Pourquoi c'est si difficile ? C'est-à-dire que pourquoi, justement, lorsque, comme tu disais, on a cette sensation d'aller un peu trop comme ça, avant même de se poser la question si ça nous convient, parce que peut-être que ça nous convient d'être comme ça, on est dans le jugement, et en plus, dans le jugement, on associe ça à de l'échec. Je crois qu'il y a encore ce phénomène de comparaison qui joue beaucoup, de ce à quoi ça devrait ressembler, de ce à quoi notre entourage... tu vois, c'est marrant. Je l'ai encore assez régulièrement et je me surprends et maintenant je sais faire avec, mais je me souviens quand j'ai pu aller chercher mes enfants à l'école à une époque, quand je travaillais pas, que j'étais entre 2 projets et que j'avais honte d'être à l'école. Ah ouais. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu devrais être en train de travailler. Ah ouais. Enfin, honte, c'est fort, mais tu vois, il y avait une petite voix dans ta tête, quoi. Où je me disais, mais t'es là. Et après, quand je pouvais pas y aller, putain, j'aimerais tellement y aller. Tu vois, ce truc de c'est jamais bon. Mais justement, jamais quand tu à la dis bonne ça, place, quoi. Ouais, tu vois, jamais à la bonne place. Mais ce que tu dis, mais ça venait pas de toi, ça venait du jugement extérieur, d'une injonction c'est ça qui est intéressant. T'aurais dû être ailleurs. C'est de décortiquer le truc et de se dire, attends, en fait, si, là, je suis vachement contente d'être là. Donc ça, et ça, c'est des sensations. C'est vraiment des sensations. Tout part de là, de toute façon. Voilà, c'est pas dans la tête. C'est... Je me raconte un truc, mais en fait, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi on a cette impression que les déséquilibres, ça va pas ? C'est venu aussi de ça, de clients, tu vois. Parce que le livre, juste pour clarifier, le livre, il est construit sur les grands besoins que j'ai identifiés en travaillant avec mes clients, en discutant avec mes auditeurs, sur qu'est-ce qu'il y a derrière je veux préserver mon équilibre. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Ça veut rien dire en soi, qu'est-ce qu'on met derrière ? Et en effet, mieux vivre les périodes de déséquilibre, c'est quelque chose qui est venu très fortement parce que j'avais des clients qui me disaient « je veux me sentir bien même quand c'est pas comme ça devrait être ». Et comme ça devrait être, c'est quoi ? C'est ranger bien tout qui est sous contrôle d'une certaine manière. Il y a un peu ça. Et donc de se dire, ouais, là c'est vraiment le bazar, la maison ressemble à rien, ça fait des mois que j'ai pas vu mes copains, mais en ce moment la priorité c'est ma famille, mon boulot parce que je suis dans une phase critique, voilà. Et c'est ça ma priorité. Et c'est frustrant. Et c'est pas agréable, et j'ai l'impression de laisser tomber des trucs, et je fais avec. Et je crois que cette notion d'acceptation de la frustration, elle est vachement plus importante que beaucoup d'autres choses. De dire, ouais, il y a tout ne passera pas. Ouais, et d'avoir des périodes entre guillemets, de renoncement périodique. C'est pas un renoncement global, mais périodique. Renoncement périodique, c'est très joli ta formule. Renoncement périodique, de dire, en ce moment, ma priorité, c'est ça. De se le nommer pour soi, et de le communiquer aussi aux autres, tu vois. De dire, par exemple, aux copains, écoute, j'adorerais faire une soirée raclette et je sais que si je fais la soirée raclette, ça veut dire que je fais pas autre chose ou que je vais me coucher tard et que je suis crevée. Donc en ce moment, c'est non. Tu me manques, j'ai trop hâte qu'on se retrouve. Voilà. Et ça a l'air simple. Et je sais que c'est pas facile. Et souvent, j'ai des clients qui me disent, mais dis-moi comment on accepte la frustration. Je sais pas, j'ai pas de... Je crois pas qu'on l'accepte totalement, c'est une forme Ouais, c'est un inconfort avec lequel il faut dealer, je dirais plutôt, parce que c'est pas agréable, c'est pas une sorte d'acceptation, c'est je me sens frustrée, mais par contre c'est comment je deal avec, c'est-à-dire et qu'est-ce qui me frustre concrètement ? Qu'est-ce qui me frustre ? Et puis à quel horizon je peux aussi sortir de ça, me dire ok, ça va être une période un peu tunnel pendant quelques mois. Et puis, je me dis que dans 4 mois, je vais reprioriser autre chose. Mais moi, je me souviens, c'était il y a 2 ans à peu près, à peu près 2 ans. Je lançais un programme. Donc, c'était pas loin de la mode, je crois. On s'était rencontrés. Exactement, je crois que on a peut-être en parlé. Ouais. Et je me souviens, j'étais très scotchée.
parce que tout programmer, écrire les textes, tourner les vidéos, enfin vraiment, on est à fond. Et je me souviens, j'avais pas de bande passante pour autre chose. Moi, j'ai une valeur couple qui est assez forte, et même celle-là, elle passait à côté sur plein de choses. Et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, même si on est déconstruit, que j'ai un compagnon déconstruit, à la maison, j'étais quand même moteur, quoi. C'est-à-dire que même si au moment du ménage, on le faisait à deux, si je lance pas quand même un peu la machine, tu vois, des choses comme ça. Quand je dis la machine, pas la machine à laver, mais la machine pour qu'on se lance à faire le truc, etc. Si tu lui dis de venir, il vient, mais on sent qu'il est lent, il n'est pas toujours naturel. Bon, c'est pas ça le sujet, mais je me souviens, il descend les escaliers et puis il me dit... Oh là là, c'est vachement le bordel en ce moment. Hein. Et puis je me souviens, je suis sur le bureau, je me retourne la tête, je le retourne et je lui dis bah voilà, c'est tout ce que je fais pas depuis 3 semaines. Parce qu'en fait, j'avais lâché. Ou une autre période, c'est marrant parce que lui, il le voit. Alors, je suis pas quelqu'un de maniaque, j'aime pas forcément qu'il y ait trop de bordel, etc. Je suis pas maniaque, mais j'aime bien quand même que l'espace autour de moi soit plutôt clean, quoi. Mais voilà. Et souvent, il voit que je lâche dans des périodes comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai des trucs à finir, ou justement, dernièrement, vu que je partais en vacances, j'étais un peu dans le rush pour être sûre que tout soit terminé. Et il me dit ouais, t'es plus cool en ce moment, etc. Et je lui dis bah quoi, tu le vois? Il me dit ouais, je laisse des trucs traîner, tu dis rien. Et en fait, c'est pas le fait d'être plus cool, c'est qu'en fait, je renonce à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas une priorité. De pas reporter le relais, dire bah soit tu peux dire à l'autre, le prévenir. Hein. Moi, je sais que la phase où je te parlais tout à l'heure, je l'avais prévenu en disant écoute, là, pendant cette période-là, je vais être focus là-dessus. Faut pas me demander autre chose, je serai pas en capacité. Là, je le sais. C'est un moment il va y en avoir pour à peu près tant. Voilà. Il avait descendu cet escalier, mais je pense que c'est important de le communiquer, de le verbaliser. Ensuite, à l'autre, bah, est-ce que j'ai des attentes? Bah, la question, c'est soit si toi, tu veux pas faire plus, bah, c'est-à-dire que ce sera comme ça et que ce sera OK pour tout le monde, ou bah, t'en prends plus quelque part. C'est une question d'équilibre, c'est voilà, il n'y a pas d'imposition, mais on l'avait vécu plutôt comme ça. Mais important de communiquer, quoi. Mais je me souviens de cette période. Hein. Renoncement, il était... Ça me plaisait pas de voir la maison comme ça, mais j'avais dealé avec moi-même de dire je ferai pas plus. Et je vais pas m'accabler et je vais pas me culpabiliser. C'est un temps. Et puis en fait, à un moment, tu le vois plus. Hein. Tu es tellement dans ton renoncement que tu le vois plus. Hein. Ouais. Je sais pas si ça te parle ou t'as déjà eu. Complètement. Et puis tu fixes, si t'en as besoin, tu te fixes un horizon où ça redeviendra la priorité. Mais je crois que c'est ce fait de se nommer finalement son filtre. Tu vois, je reviens à mon image du tamis, quoi. Mais c'est quoi ton filtre en ce moment et qu'est-ce qui passe ou pas? Et là, on enregistre, on est en mois de décembre. Décembre, c'est charge mentale explosive. Avec Noël, les fêtes. Et tout. Et en fait, c'est ça aussi. C'est à quoi, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que tout doit être prioritaire? Et puis, à qui je peux déléguer? Est-ce que je suis obligée de tout porter toute seule? Non. Voilà. Tu parles aussi dans ton livre d'écologie personnelle. Tu le définirais comment? Ça, c'est pas de moi, cette expression. C'est de Tessa Melconian, qui était une de mes invitées dans le podcast, qui est prof à l'EM Lyon, chercheuse. Et c'est cette idée de la même manière qu'on parle d'écologie à l'échelle de la planète et de l'environnement, c'est de la même façon, c'est-à-dire comme un cycle, quoi, de préservation des ressources, de donner et de recevoir, et vraiment cette notion de ressources, quoi, de se dire que c'est pas infini. On a justement, quand on est dans cette idée d'optimisation du temps, on a quand même la notion que le temps est contraint et pas infini, mais on fait comme si notre énergie l'était, par exemple. Oui, tu vois, moi je dis souvent, on vit, on est des êtres mortels qui vivent comme des immortels. Tu vois, je le vois un peu comme ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est que on croit que c'est pas parce que dans Outlook on peut mettre 10 réunions dans une journée que physiologiquement on est capable de processer, d'être en lien avec 10 personnes, d'être concentré sur 10 sujets différents. On a vraiment cette tendance aujourd'hui à la confusion des capacités technologiques et de nos capacités humaines. Et on est très limité. Hein. Là, encore une fois, c'est très frustrant. Si on devait vraiment s'en tenir à ce qu'on est capable de faire, c'est frustrant. Il y a tout qui ne rentre pas. Hein. Et l'accélération qu'on vit, c'est aussi une espèce de manière de nier ça, de nier notre finitude. Et tu vois, je veux revenir aussi à un autre invité que j'avais eu, Christophe André,
qui m'avait fait prendre conscience de quelque chose d'essentiel, mais qui est qu'on vit dans un monde, encore une fois, aux possibilités infinies, et de plus en plus. Et c'est terrible. Moi, j'ai un fils qui est en 6e et qui a son premier téléphone. Et donc, on est à fond sur des règles pour pas qu'il tombe dans ça. Mais tu le vois, ce côté... Il y a tellement de vidéos possibles, il y a tellement de trucs possibles à faire tout le temps. En fait, qu'on est obligé de faire des choix en permanence. Donc, il y a une charge cognitive qui est liée à la décision permanente. Et c'est énorme. Donc, tout ça pour revenir à la question de l'écologie, mais c'est de se rappeler que nos ressources sont finies, nos ressources cognitives, nos ressources d'énergie, elles se régénèrent. Mais encore faut-il aller chercher de quoi les régénérer. Un burn-out, c'est justement, tu n'as pas écouté la ressource énergie, il n'y a plus. Tu l'as vidé jusqu'à la dernière goutte. Donc, parce qu'on s'est justement, on ne s'est pas écouté et on a tiré, on s'est cru pour des machines et des robots, et on a tiré jusqu'au moment où le corps dit stop, quoi. Hyper intéressant. Et je veux rebondir sur l'écologie personnelle. C'est pareil, on vend plein de méthodes. La méthode ci, la méthode machin, etc. C'est marrant parce que je discutais avec mon associé Florence hier, on parlait d'orga, on est assez libre parce que voilà, on marche pas du tout pareil. Moi, par exemple, j'ai tendance à être un peu comme toi en flow. Moi, je marche en bloc de temps. Ça veut dire que moi, j'ai connu les réunions quand j'étais en finance où réunionnais toute la journée. Ça veut dire que j'arrivais le matin, je posais sur l'open space mon sac. En fait, je pouvais laisser dans mon casier. Tu me voyais plus de la journée. J'enchaînais réunion sur réunion. Où tu as cette gymnastique mentale avec tu as vu 50 personnes dans la journée, tu es passé d'un sujet à un autre. J'arrive sur l'open space à 18h30 le soir, la moitié des gens, même c'est pas les 2/3, étaient partis. Toi, tu te dis, j'ai pas encore ouvert mes mails. Ouais. Et t'as pas fait ton travail de Non, t'as rien fait, t'as pas fait tes mails. Et c'était l'enfer. Et aujourd'hui, moi, je sais que j'ai compris que j'étais très binaire. Voilà, j'ai compris, j'étais très binaire en termes de je marche par bloc de temps de journée ou de demi-journée, et j'abats plutôt mon travail comme ça, et c'est comme ça que je suis bien. Pour certains, eux me trouvent rapide, moi je tente pas à me trouver lente, mais à la limite c'est ok. Et Flo, elle disait, moi, il y a des tâches, au contraire, quand je mets ça en bloc de temps, je vois que ça me plaît pas. Moi, je préfère plutôt me dire, ça, c'est une tâche que je vais faire ça 2 par jour, au lieu de me faire le bloc du mardi. Et en fait, c'est de se dire, et l'intelligence de regarder comment tu fonctionnes. Oui. Et que tu as l'impression que Martine, sa méthode, elle est hyper efficace, mais si c'est pas ton fonctionnement à toi, tu vas pédaler dans la semoule. Ça rejoint un peu l'image de on demande à des poissons de devenir des singes ou singes de devenir des poissons. Tu vois, c'est un peu... Non, regarde comment tu fonctionnes. Ça se trouve, toi, tu préfères faire plusieurs micro-tâches dans la journée, comme ça, c'est fait, et c'était dans la semaine, et t'es beaucoup plus confort comme ça, et t'as le sentiment que ça avance. Et moi, par exemple, ça va être plutôt... J'aime bien avoir des gros blocs de temps et finir une tâche du début à la fin, et c'est fait, plutôt que de revenir dessus. Il y a certainement encore d'autres méthodes, d'autres vont fonctionner avec du Pomodoro, d'autres pas du tout. Mais aussi, tester des choses et observez-vous, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tout à fait. Et par contre, il y a une chose qui est sûre, qui est pas bonne et qui est le gros mythe de notre époque, mais c'est le multitâche. C'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Moi, je suis pas comme ça du tout, je l'ai vu. Mais ouais, et alors tu sais, il y a ce truc complètement con de dire les femmes elles savent faire plusieurs choses à la fois, les hommes non. Donc, non, pas du tout. On fait tout mal. Et en fait, moi je le vois souvent, j'anime beaucoup de formations et d'ateliers en ligne. Et là, le multitâche, il est très tentant. Parce que tu as ding, 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 ding dans tous les sens, des trucs urgents qui ne le sont pas. Et ça, toujours au début des formations, je dis, je vais vous demander une chose, c'est de résister à la tentation du multitâche, parce que pour vous, c'est tellement moins intéressant. Et puis même pour les autres, en fait, tu le vois, les yeux qui font... Et en fait, on n'arrive pas à faire, on ne peut pas suivre quelque chose et être en train de se concentrer sur autre chose. Donc ça, il faut vraiment l'oublier. Donc ça, c'est pas une histoire de est-ce qu'on y arrive ou pas, personne n'y arrive, il faut oublier tout de suite. Mais en effet, s'observer, savoir comprendre aussi où sont les moments dans la journée où on est concentré, où on arrive à faire du travail de fond. Et une dernière question, est-ce que tu penses que justement le rapport à soi, le repos, c'est un acte politique? Oui. L'accès au repos ou à des connexions, enfin tu vois, parce que le repos il est physique et mental, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est individuel ou sociétal quelque part aujourd'hui? C'est les deux. C'est que le repos n'est pas quelque chose de valorisé. C'est aux États-Unis, il y a eu plein de mouvements, notamment afro-féministes autour de ça.
Pourquoi afroféministe d'ailleurs? Parce que le repos, c'est très lié à l'esclavagisme aussi, de dire le repos de la femme noire, c'était particulièrement chargé. Et il y a une femme, j'ai oublié son nom, mais qui a écrit un bouquin sur ça. Lazy Black Girl ou un truc comme ça. Et en fait, oui, le repos, c'est... Oui, le repos, c'est très chargé culturellement, sociétalement, etc. C'est un acte de résistance, d'une certaine manière, de dire là, je choisis de ne pas être productif. C'est un acte de résistance, le repos, la pause, la lenteur, peut-être, tout ça. Ouais, et c'est pour ça que, tu vois, on revient à cette question du collectif, mais moi, j'encourage les gens qui sont en situation d'influencer. Donc, on l'est toujours, hein, quel que soit notre niveau hiérarchique, mais en particulier quand on est manager ou dirigeant et que les équipes regardent, c'est de nommer, de dire, bah là, je vais faire une pause. Là, je vais pas enchaîner. Là, j'ai besoin... Parce qu'on normalise cette culture-là, une culture qui est saine. C'est vraiment une question de santé. Hein. Ton sujet, c'est la santé mentale, mais c'est une question de santé. Et donc, on normalise quelque chose de sain, un mode de fonctionnement qui est sain. Et donc voilà. Et tu vois, j'ai travaillé, moi, avec des équipes. J'adore travailler avec des équipes restreintes où on décortique leur mode de fonctionnement et notamment autour des urgences, des canaux de communication. Et où on arrive à finalement... Où elles disent, bah oui, mais Slack, c'est pour les urgences et tout ça. Et en fait, ok, alors on va se poser, c'est quoi une urgence? Et en fait, en faisant ce travail-là, tu te rends compte qu'il y a 2-3 cas maximum qui relèvent vraiment de l'urgence et que dans ces cas-là, c'est un appel. Et je rejoins l'idée de repos parce que le repos, il se nomme, il se décrète et le reste doit s'organiser autour. Mais il faut aussi valoriser cette culture de pas être à fond tout le temps, de moduler. Il y a le repos, il y a l'activité intense et il y a plein de choses entre les deux. Et ça, on ne l'explore pas assez, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être à fond, là? Il y a des périodes dans l'année où j'ai besoin d'être à fond, mais là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être à fond? Peut-être pas. Est-ce que je suis en capacité d'être à fond? Peut-être pas non plus. Et d'arriver à se dire ça en équipe, collectivement. Parce que si on est le seul poisson qui nage à contre-courant, c'est compliqué. Et ce qui est marrant, quand tu me parles d'équipe, j'ai même vu aussi la notion de foyer. Mais oui. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu parles d'équipe, je pose la question, on a tendance à réfléchir comme ça dans une structure plus entreprise parce qu'il y a des résultats. Ouais. Mais en fait, je me dis, quand je t'écoute parler, on pourrait se poser les mêmes questions dans une famille, en fait. Carrément. Une famille, de se dire, un peu comme je te disais, quand on lâche, il y a des moments où, est-ce qu'on est obligé d'être à fond, que tout soit rangé, etc. Non, parce que j'entends, moi je suis pas maman, mais j'entends souvent les mamans, c'est la période de juin ou de décembre, c'est avec les kermesses, les cadeaux, elles sont... des périodes comme ça, est-ce que être à fond aussi sur, je sais pas, le rangement, le machin, etc. Non, parce qu'il y a déjà tout ça, et comme les journées ne font 24 heures, et de marcher en équipe, tu vois, parce que les femmes prennent beaucoup de choses en charge, c'est de se dire, tiens, au même titre qu'on marcherait dans une équipe professionnelle, parce qu'on a soi-disant des objectifs de résultats, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas cette idée de fonctionner en équipe aussi dans le foyer, et finalement, des fois, de se poser les mêmes questions. Est-ce que vraiment, le linge repassé, c'est urgent? Tu vois, parce que souvent, c'est ça. Je dois rentrer, j'ai pas fait mon linge. Bon, moi, je suis un peu décomplexée là-dessus, donc ça va me... Moi, je vais te regarder un peu comme ça, mais après, il y en a qui ont peut-être qui adorent faire ça, mais tu vois ce que je veux dire, je pense qu'on pourrait se poser les mêmes questions dans l'intendance de la maison. Ouais, mais c'est vrai. Tu sais, j'ai pas la citation exacte, mais Coco Chanel qui disait, au moment de quitter la maison, il faut se regarder une dernière fois dans la glace et se demander ce qu'on enlève. Tu vois, en termes de bijoux, d'accessoires, de machin. Et bah là, c'est pareil, c'est qu'est-ce que j'enlève, c'est pas qu'est-ce que je rajoute, c'est pas comment je rajoute encore un truc, c'est qu'est-ce que j'enlève, quoi. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Sandra. Ouais, merci, Jenny. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais rajouter, une question que je t'ai pas posée, qu'on n'a pas abordée? Non, je pense que la question du lien aux autres, elle est dans tout ce qu'on s'est dit, mais elle est super importante d'apprendre à demander quelque chose, d'apprendre à identifier ses besoins. Les besoins sont légitimes, c'est quand même une sacrée révolution de se dire ça. Et je trouve que tu as les nommés pour soi. Et ce que tu as dit, par exemple, dans une pause, les nommer aux autres, parce qu'il y a un rapport d'exemplarité. C'est plus on sera nombreux à s'autoriser ça, à rendre ça normal, plus notre culture... c'est pas dans ton livre, c'était dans celui de la chaise tude d'Alexandre Dana, où il expliquait qu'une culture, mais X années, il expliquait que, par exemple, je sais plus si c'était en Chine ou au Japon, bref, la culture du mouvement. Ça veut dire qu'ils ont commencé, c'était une émission de télé où ils apprenaient dans ces pays asiatiques à se mettre en mouvement collectivement tous les matins. Ouais.
Et donc, c'est venu d'une émission. Puis d'un coup, on retrouve les gens dans les parcs le matin et dans les entreprises aussi. Ouais. J'ai dit qu'aujourd'hui, ça ne viendrait pas à la tête aux gens de commencer sans se mettre en mouvement dans les bureaux, etc. Nous, tu mettrais ça. On mais qu'est-ce qu'il fait La honte, je ne vais pas me gesticuler comme ça, etc. Une culture, ça prend du temps. Oui. Et quelque part, plus on sera nombreux, c'est cette notion de résistance et de nommer, de ne pas se cacher. Prendre une pause, on ne la prend pas en se cachant. Ouais. Je vais prendre une pause, je vais marcher. C'est un acte individuel et ça devient un acte collectif. Oui, complètement. Et on n'a pas besoin d'être dirigeant ou manager pour le faire. On peut à tout niveau. Et ça vaut pour le repos, ça vaut pour le fait de dire non à une réunion parce qu'il y en a 50 et que ce serait... Enfin, en fait, tous ces trucs de... Utilisons notre esprit critique, quoi. Et le bon sens. Ouais. Et le bon sens, et ce qu'on apprend, faisons-en profiter aux autres. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur LinkedIn. Ouais. Beaucoup sur LinkedIn. Et sur mon site, j'ai une newsletter que j'envoie. Là, il va y avoir pas mal de changements par rapport aux équilibristes. Je t'en ai parlé en off tout à l'heure, mais la newsletter, c'est une bonne façon de suivre tout ça. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et toutes ces explications sur cette notion d'équilibre où je pense que beaucoup de femmes se posent beaucoup de questions et ton éclaircissement sur le sujet. Merci à vous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Et comme je vous disais tout à l'heure, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner sur les plateformes d'écoute telles Spotify, Deezer, Apple Podcast. Pareil, à vous abonner sur YouTube, comme ça vous ne pourrez rien rater. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève. Merci Sandra. Merci Jennifer. Bonne journée, au revoir.